Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette 11e partie de la grande finale du championnat du monde. Jan Nepomniachtchi versus Ding Liren. Nepo, le joueur russe, mène d'un point à seulement 4 rondes de la fin et il a les pièces blanches. Donc en cas de victoire, le titre de champion du monde lui serait quasiment acquis, mais attention, parce que en cas de défaite, c'est Ding qui passerait favori avec égalité et 2 fois les blancs lors des 3 dernières parties. Donc l'enjeu est extrêmement élevé. Nepo ouvre par son coup préféré un E4 et pas de française. Lingren est revenu à son E4-5 initial, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Un nouveau débat sur l'ouverture espagnole. A6, plus de berlinoise fou A4, cavalier F6, roc, fou E7. Donc, avec l'intention, comme j'expliquais lors des analyses des parties précédentes où on a eu cette position, Dean Liren souhaite jouer un gambit Marshall sur le grand coup tour E1. Donc, Nepo continue ses anti-Marshall. Il avait joué fou prend C6, il avait déjà joué D3 et là il rejoue D3. On a B5, fou B3. Donc, pour rappel, D3 protège le pion E4, donc menace cette fois-ci de gagner le pion E5. Donc, il faut réagir par B5, fou B3, D6 maintenant. Menace de jouer cavalier A5. Pourquoi c'était pas une menace avant? Tout simplement parce que le pion E5 n'était pas protégé. Donc, sur cavalier A5, on aurait pu prendre ce pion. Mais après D6, il faut parer la menace cavalier A5. Et lors de la 5e ronde, Nepo avait joué C3. On avait obtenu une position intéressante avec cavalier A5 puis C5 qui a bien des mérites pour contrôler le centre, notamment cette case D4 et faire jouer ce pion avant de replacer le cavalier en C6, mais ça a le désavantage d'affaiblir la case D5. C'est pour ça que Nepo était venu en G5 avec son fou pour venir ensuite s'échanger contre le cavalier défenseur de la case D5. Et donc on avait un combat fou de cavalier contre deux fous cavaliers avec au centre la case D5. Les blancs sont très contents d'avoir 3 pièces pouvant aller sur la case D5, tandis que les noirs ne peuvent la contrôler qu'avec 2 pièces, le fou F6 étant assez mauvais. Dans cette partie, pour rappel, on aurait pu l'activer avec G6, fou G7, enfin l'activer, façon de parler, mais jouer G6, fou G7, puis plus tard espérer arriver à jouer F5. À la place, Lingren avait tenté une manœuvre fou D8, fou B6 pour activer tant bien que mal son fou, mais avait quand même fini par perdre cette partie. Donc ça, c'était avec C3 dans cette position, pour donner la case C2 au fou. Dans cette partie, dans cette 11e ronde, Nepo a joué A3, qui est un grand coup, avec l'idée de pouvoir reculer le fou en A2 en cas de cavalier A5. Donc d'ailleurs, cavalier A5, c'est le coup joué, mais historiquement, les noirs ont d'abord tenté petit roc, coup qui a l'air un peu plus logique. Donc les blancs profitent qu'ils n'ont pas joué le pion en C3, comme ils font d'habitude dans bien des espagnols, mais aussi bien des italiennes, pour jouer cavalier C3. Tout le cavalier se dirige vers le centre et va sur sa case la plus habituelle, de manière générale, dans toutes les ouvertures, si on exclut justement italienne et espagnole. Mais dès que le cavalier est en C3, les noirs ont ce thème de fou G4. Autant quand le cavalier est en B1, fou G4 ne sert à rien parce qu'on ne menace pas cavalier D4 à cause de C3. C'est-à-dire que si les blancs avaient joué dans cette position un coup même d'attente comme fou A2, là fou G4 est plutôt mauvais parce que on va faire C3 et le fou est juste mal placé. Les blancs vont ensuite lui poser la question par H3 et il n'y aura pas vraiment de bonne réponse. Donner la paire de fous, c'est pas optimal. Reculer par là non plus et aller en H5, bah, ça allait s'enfermer à la loi et le fou devra reperdre un temps après cavalier F1, cavalier G3. Donc tant que le cavalier est en B1 ou évidemment a fortiori en D2, fou G4 est un mauvais coup, mais dès que le cavalier apparaît en C3, fou G4 devient intéressant. La menace cavalier D4 suivie de la destruction du roc blanc, peut-être avec dame D7 au préalable, est terrible, donc il faut la parer à tout prix, et donc le seul bon coup dans cette position pour les blancs, c'est de jouer fou E3, avec l'idée que cavalier D4
fou prend D4, E prend D4, cavalier D5, et certes les blancs ont donné leur paire de fous, mais ils retrouvent cette histoire de cavalier bien placé en D5, et cette position est considérée comme jouable pour les noirs, mais petit avantage blanc. Donc c'est pour ça qu'après Roc, cavalier C3, on a également tenté de jouer cavalier A5, fou A2 et C5 maintenant. Mais ici, il y a une option pour les blancs qui est de jouer B4. Et ça casse un peu toute l'idée des noirs. Après cavalier C6, le cavalier peut bondir en D5. C'est pour ça qu'après A3, on ne joue plus vraiment roc. Alors, je crois qu'on peut encore le jouer, hein, c'est pas perdant roc, loin s'en faut, mais après roc, cavalier C3, la, au top niveau, c'est considéré comme un petit avantage blanc. Les noirs ont encore quelques petits problèmes à résoudre. Et donc, de plus en plus, les meilleurs joueurs jouent cavalier A5 tout de suite, avec l'idée sur x2, C5 maintenant. Et là, B4 ne sert à rien, parce que sur B4, on peut reculer, on menace de prendre, et le cavalier n'a pas le temps de venir bondir en D5. Donc, c'est la partie. Ding a joué évidemment cavalier A5, x2, C5 maintenant, et donc cavalier C3 tout de suite est forcé. Menace cavalier D5. Ding Liren a joué fou E6. Alors ça peut paraître toujours bizarre, hein, de proposer cet échange avec les pions doublés E, mais ça serait une erreur pour les blancs que de prendre en E6, parce que certes c'est des pions doublés, mais il y a beaucoup d'avantages pour les noirs. Déjà, on prend vers le centre, donc à chaque fois, c'est une règle générale, mais très souvent quand on prend vers le centre, les pions doublés ne sont pas si graves. Là, il y a d'autres avantages. Le premier d'entre eux, c'est qu'on contrôle la case des 5. Donc, ça aurait été grave d'échanger les fous de case blanche en A2 ou n'importe où, parce que ça ferait un défenseur de moins de la case des 5 pour les noirs. Et on se rapproche petit à petit de, si on avait échangé en A2, de bon cavalier en D5 contre mauvais fou. Mais si on échange les fous en E6, c'est très bien pour les noirs, parce qu'il n'y a plus cette histoire de case D5. Le pion protège aussi la case F5, donc il y a plein de parties où on voit un cavalier y arriver, bah là c'est plus le cas. Plus ça ouvre la colonne F pour attaquer à l'aile droite après le petit roc. Donc vraiment plus d'avantages que d'inconvénients. L'inconvénient c'est que le pion 6 peut être faible, mais il est difficilement attaquable et facilement protégeable, hein. Si on attaque par cavalier G5, on fait juste dame D7 évidemment. Donc fou prend 6 n'est pas bon, Nepo a joué fou G5, et ça rappelle vraiment la partie précédente, donc la 5e ronde avec C3, où le fou vient en G5, on sait pourquoi, c'est pour prendre un F6. D'ailleurs, Tingleren a roqué, et Nepo a pris de lui-même un F6 pour faire jouer cavalier D5 ensuite. Donc un petit point sur cette position, qui est stratégiquement très riche, juste parce qu'il y a plusieurs déséquilibres. Le premier d'entre eux, c'est le combat fou de cavalier contre deux fous cavaliers qu'on retrouve. Le deuxième point de déséquilibre, c'est cette case des 5 centrale. Donc on peut se poser plusieurs questions, notamment quels échanges favorisent quel camp. En fait, le rêve des blancs, c'est d'échanger les fous de case blanche, donc comme j'ai dit, pas en permettant f franc e6, mais de manière générale, échanger les fous de case blanche, c'est parfait. Et ensuite, échanger les cavaliers, ça serait le rêve aussi, pour finir avec ce cavalier magnifique en D5 contre le mauvais fou de case noire. Pour les noirs, pouvoir échanger ce fou contre n'importe quelle pièce mineure, donc a priori un cavalier, parce que l'échange des fous couleur opposée, c'est plus difficile à forcer, mais échanger ce fou, ça serait plutôt une bonne nouvelle. C'est le mauvais fou. Et sinon, on peut se demander qui a les ruptures. Alors, avec les blancs, attention, parce que les ruptures possibles, c'est F4 ou D4 après C3. Mais dans ce cas-là, ce fou pourrait revivre. C'est-à-dire, si on imagine G6 fou G7, le fou est toujours mauvais en G7, mais il a un potentiel. C'est-à-dire, donc, dès qu'on joue F4, qui peut être intéressant de manière générale, hein, de mettre des pions, enfin, regarder le pion le plus avancé et de lui mettre un collègue à côté de lui, c'est toujours une idée plausible, mais les noirs feraient E prend F4 et leur fou serait libéré. Pareil, en cas de C3, D4,
faut se demander si, après les prises en D4, le fou ne deviendrait pas juste monstrueux. Une autre possibilité, c'est de faire C3, B4 ou même B4 directement. Mais bon, bah, le cavalier va pas être pris. Et est-ce que c'est clair que les blancs ont de la suite dans les idées? Pas forcément. Parce que même l'échange en C5, suite des prend C5, selon la position des pièces, c'est pas sûr du tout que ça favorise les blancs. Donc avec les blancs, pas trop de percées possibles. Avec les noirs, il y en a vraiment que une, c'est de préparer la pousse à F5. Il faut vraiment bien la préparer parce que ça peut être horriblement affaiblissant. Puis bon, là en plus, il y a le fou F6. Donc voilà en gros les idées principales de cette position pour les deux camps. Et on comprend tout à fait que Ting joue G6, ça prépare fou G7, puis un futur F5, une fois que le coup sera vraiment permis tactiquement. Donc Ding avait commencé à réfléchir là. Nepo, lui, a joué Dame D2 à tempo, donc il était toujours dans sa prépa. Donc une nouvelle fois, avantage Nepomniachtchi en termes de préparation. Donc Dame D2 a une menace tactique, c'est cavalier prend F6. Stratégiquement, c'est horrible d'échanger ce bon cavalier contre ce mauvais fou, mais si on gagne une pièce après Dame prend F6, Dame prend A5, évidemment, on s'en prive pas. Donc il faut parer cette menace, et il n'y a vraiment que deux idées. Soit on joue cavalier C6 pour recentraliser le cavalier, de toute façon il était au bord, ce cavalier MVL, il n'allait pas finir sa vie ici. Soit on joue comme Ding, faux G7. Donc on va d'abord regarder le coup qui n'a pas été joué cavalier C6. On peut imaginer par exemple C3, donc un coup utile pour prendre la case D4, éventuellement préparer B4, donc plus que D4. Donc là, fou G7, j'aime bien, c'est l'idée de G6. Et sur B4, un coup typique pour lutter contre ce cavalier D5, c'est cavalier E7. Donc pour l'instant, le cavalier F3 est très loin de cette case D5. C'est la bonne nouvelle parce que les noirs sont maximum dans la lutte de la case D5. Hein. Comme je l'ai expliqué, il n'y a que deux pièces mineures qui peuvent lutter contre cette case, mais c'est suffisant. Donc là, on peut imaginer genre cavalier E3, dame D7, etc. Et une égalité relative. Là, on suit une partie qui a été jouée entre un joueur et une joueuse, 2300 environ. Et donc, sur cavalier C6, il y a d'autres idées, et notamment, j'aime bien l'idée H4, qui n'est pas forcément la mieux d'après l'ordinateur. Hein. Bon, ça reste égal, donc toute la position est égale à haute profondeur, bien évidemment, mais H4, ça ne fait pas partie du top coup, mais c'est mon coup préféré, notamment parce que bah, ça sacrifie un pion. Mais ce pion n'est pas prenable, parce que sur fou prend H4, les blancs gagnent maintenant tactiquement. Dame H6, attaque le fou H4, et sur fou F6, cavalier prend F6, dame prend F6, cavalier G5, menace mat, dame G7 est forcée, les blancs échangent les dames, joue fou prend E6, F prend E6, cavalier prend E6, échec, fourchette, abandon. Donc sur H4, le pion n'est pas prenable, certes, mais si on ne le prend pas, bah, par exemple qu'on joue un coup comme fou G7, on peut se servir du pion H4 pour jouer du cavalier G5. On peut aussi laisser le pion en H4 et ça va rendre plus difficile le grand plan des noirs de jouer F5 parce que après H5 ou après un cavalier G5, ça peut faire parler les affaiblissements, enfin, notamment du roi noir. Hein. Si les noirs arrivent à jouer leur marée de pions, on peut se retrouver avec une grosse attaque à l'aile roi contre le roi blanc, mais en attendant, il joue le pion G, il joue le pion F, donc c'est le roi noir qui peut être faible aussi. Donc je ne sais pas si c'était l'idée de Nepo, mais le coup H4 peut poser des petits problèmes pratiques, et en tous les cas, cavalier C6 était jouable, mais fou G7 l'est tout autant. Donc Nepo a joué cavalier G5 à tempo. C'est le problème de fou G7, c'est d'autoriser ce coup de cavalier G5. Mais on sait que cavalier prend E6, c'est pas forcément une menace. Bon, tout à l'heure on parlait de fou prend E6, mais cavalier prend E6, les mêmes constats se font. C'est qu'après F prend E6, les noirs sont très contents de plus avoir la case D5 faible. Donc par exemple ici, on peut jouer cavalier C6 pour éviter que le cavalier A5 soit en prise. Et donc, par exemple, cavalier prend E6 n'est pas bon.
F prend E6. Alors, ça ne me laisse pas tout de suite de prendre en D5 parce qu'il y aurait fou prendre D5, échec, donc gagne un pion et regagne la pièce. Donc, les blancs peuvent jouer un coup comme C3, mais les noirs, tôt ou tard, vont bouger leur roi. Par exemple, un bon coup ici, c'est H5, un peu surprenant, mais on voit ça aussi dans des Est indiennes même. L'idée, c'est roi H7 et fou H6 pour activer enfin ce mauvais fou. Donc, à un moment ou un autre, après roi H7, le cavalier va devoir rejouer. Donc, on peut jouer tout de suite cavalier E3. Les noirs font dame E7. On va ensuite jouer roi H7, fou H6. Et les noirs sont pas mécontents de leur position. Donc, l'idée de caler G5, c'est pas tant qu'elle prendre E6 que de jouer F4. Alors, j'avais dit tout à l'heure que F4, c'était rarement une bonne idée parce qu'après E prend F4, le fou est libéré. C'est vrai, sauf que là, tactiquement, E prend F4 perd. Si le blanc est obligé de faire dame prend F4, les noirs auraient une excellente position. On voit la jauge, elle commence de plus en plus à s'abaisser. Les noirs sont un peu mieux après cavalier 5. Le fou, euh, le fou G7 est passé de mauvais à monstrueux maintenant. Mais ici, les blancs prennent en E6, force F prend E6, et après cavalier prend F4, le pion E6 est perdu. Soit cavalier prend E6, fourchette, soit fou prend E6, échec, gagne un gros pion et la partie. Donc F4 s'envisage à cause de ça, à cause de l'impossibilité de prendre F4. Et ici, le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'est cavalier E7. Mais c'est compliqué. Par exemple, cavalier prend E7, prise en E7. Fou prend E6 maintenant. Alors, on peut imaginer qu'elle prend E6 aussi. Hein. F prend E6, F5. Ça va, mais il faut avoir bien calculé. Par exemple, que sur prise, tour prend F5, tour prend F5, pion prend F5. En fin de variante, il ne faut pas avoir oublié le coup de D5 pour casser l'action du fou et enfin égaliser avec les noirs. Donc c'est pour ça que l'ordi préfère prendre du fou, ce qui peut paraître un peu paradoxal sinon, et après F prend E6, prendre E5, fou prend E5, avec une position à peu près égale, ou peut-être même les noirs sont à préférer. Il y a des arguments pour dire que ce fou E5, quand bien même le blanc essaye de limiter son action par C3, avec ces deux pions B2 C3 qui bloquent son horizon, il y a des arguments pour dire que ce fou donc est meilleur que le cavalier. Mais bon, comme d'habitude, vous ne serez pas surprise que l'ordinateur affiche 0, 0, 0. Donc bref, cavalier C6 dans cette position était jouable, mais il fallait avoir bien calculé et bon, on ne sait pas trop quelle était la prépa de Nepo. Est-ce que c'était de jouer F4, est-ce que c'était de jouer autre chose? Ding Liren a énormément réfléchi pour jouer un coup très intéressant, C4. Pour couper l'action du fou et donc menacer, fou prend D5. Il y avait une autre idée qui a été peu commentée. Enfin, en tout cas, je regardais un peu les commentaires en direct entre mes cours et je ne l'ai pas entendu mentionner. Mais c'était très surprenant aussi. C'était de jouer tour A7. Alors, pourquoi tour A7? On va comprendre en jouant un autre coup d'attente comme roi H8. Un coup d'attente quand même relativement utile. Relativement utile parce qu'on avait vu dans plein de variantes quand on veut jouer F5 ou quand après prise, on ne menaçait pas de prendre un D5 tant qu'on avait le roi en G8. Bon, on est content d'avoir mis le roi en H8. Mais dans cette position, les blancs jouent cavalier E3, menace fou prend E6. Malheureusement, le cavalier A5 est toujours attaqué, donc on ne peut pas protéger le pion avec la dame. Sinon, dame E7 serait un très bon coup, mais là ça gaffe le cavalier. Donc, on est obligé de jouer tour E8, ce qui est évidemment regrettable de quitter la colonne qui vient d'être ouverte avec notre tour. Donc, sur un coup d'attente comme roi H8, les blancs peuvent prendre un E6, mais sur tour A7. Maintenant, cavalier prend E6 est beaucoup moins fort parce que F prend E6, admettons cavalier E3. Là, le pion E6 est attaqué, mais on va jouer tour E7. Ensuite, on va rapatrier le cavalier, pouvoir défendre le pion avec la dame, et on va même pouvoir doubler les tours sur la colonne F. Donc, c'est l'idée principale de tour A7. Et on peut se dire peut-être F4. Tout à l'heure, cavalier prend E6, c'était pas bon, mais on avait joué F4. Mais là, sur F4, maintenant, il y a le coup de Ding Liren C4 qui devient très fort. Alors, ça reste très, très compliqué, mais les complications sont toujours en faveur des noirs.
qui menacent fou prend D5, qui ont la possibilité pion prend F4 pour ouvrir le fou. Les tactiques après F5 ne vont pas très bien, par exemple après prise, un petit coup de dame B6 échec, l'ordinateur commence à préférer les noirs, après leur roi H1, fou H6, et bah, c'est pas très clair qui attaque qui. Donc est-ce qu'avec les blancs, on a vraiment envie de s'embarquer dans un coup comme H4? Je ne crois pas, il y a F6, et sur un coup comme F6, leur dit, qu'est-ce qu'il dit? Là, je vous avoue, c'est un peu compliqué pour moi. Il dit pion prend D3, pion prend D3, et dame D4, et ouais, c'est atroce. Donc après pion prend D3, on peut pas reprendre la dame, il y a toujours le cavalier, la 5 en l'air. Donc pion prend D3, dame D4, et la structure blanche est en ruine. Donc tour A7, c'était aussi un coup intéressant. Je suis pas certaine de la prépa de Nepo aussi, mais qui devait avoir ça dans son fichier. Mais donc, Ding Liren, après réflexion, a joué C4 pour couper l'action du fou et donc menacer fou prendre D5. Donc Nepo n'a pas eu le choix, il a pris en E6, F prend E6, cavalier E3 maintenant. Ici, on pourrait être très tenté de jouer D5, mais c'est une gaffe, parce que pion prend D5, pion prend D5, et là, il y a une petite tactique. Si vous voulez faire pause, allez-y. C'est toujours basé sur la même histoire du cavalier en 5 en l'air. Protéger une fois, certes, mais déjà attaquer une fois. Du coup, la dame est surchargée. Et les blancs gagnent un pion après le simple cavalier prend D5. Dame prend D5, dame prend A5. Donc D5 ne va pas. Les noirs ont joué fou H6. C'était le seul bon coup pour clouer le cavalier E3. Et donc protéger le pion C4 qui sinon a été attaqué 3 fois et défendu seulement 2. Donc fou H6, très bon coup. Tour AD1 prépare l'ouverture de la colonne D après D prend C4. Et le pion D6 sera arriéré sur cette colonne ouverte, donc très faible. Par exemple, si on joue un coup comme Dame C7 pour connecter les tours, prise en C4, cavalier prend C4, fou prend C4, B prend C4, Dame prend D6. Et les blancs gagnent un pion. Alors peut-être que la finale n'est pas totalement perdante, puisqu'on arrive en finale de tour, après fou prend 3, donc il y a toujours des chances de nul. Mais ça, c'est le rêve avec Nepo pour la situation du match. Il mène d'un point. S'il peut jouer pour le gain avec zéro risque de perte, c'est vraiment le rêve. Et au contraire, donc le cauchemar pour Nepo. Pour Ding Liren, pardon. Donc après tour à AD1, Ding a beaucoup réfléchi et il a joué le coup tour B8. Très malin. Prépare l'ouverture de la colonne B après des prend C4. Donc comme tour AD1, un peu bizarre pour l'instant de mettre la tour sur une colonne fermée, mais elle est vouée à s'ouvrir. Et tour B8, c'est le même raisonnement. La colonne est pour l'instant fermée, mais elle est vouée à s'ouvrir. Donc tour B8, prophylaxie contre des prend C4. Donc ici, Nepo a beaucoup réfléchi, une bonne dizaine de minutes, ce qui est énorme d'après ses standards, pour jouer des princes C4, et c'est le coup qui, euh, qui est un peu trop timide, on va dire, un peu trop sécure. Et donc le mieux, c'était de se déclouer par Dame 2, et donc de menacer de prendre en C4, maintenant que le cavalier pourra reprendre également, donc sa force vous prend le 3, Dame prend le 3. Ici, le meilleur coup, d'après l'ordinateur, c'est Dame B6, même si d'autres coups maintenaient un petit avantage blanc, une égalité relative. Et ici, plusieurs idées. On peut jouer Dame H3 pour taper sur E6. On peut jouer Dame G5 pour préparer du H4, H5. Donc, c'est cette position qui offre les meilleures chances de gain au blanc objectivement. Mais ça doit être nul quand même sur un jeu précis des noirs qui peuvent même espérer parfois plus, hein. Ça reste très compliqué. Il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier. Les noirs ont des idées comme tour F7, tour F8 pour taper sur F2. Le fou A2, ce fou italien, même si ça vient d'une ouverture espagnole, a un énorme potentiel sur cette diagonale, mais en attendant, il est bloqué. La structure est un peu chaotique, donc c'était le mieux du point de vue en termes d'espérance, mais c'était aussi le plus risqué parce que après des princes C4, le coup joué par Nepo, une chose est certaine, les blancs ne vont pas perdre. Et donc il y a eu cavalier prend C4, fou prend C4, B prend C4 montre l'idée de tour B8. Les blancs gagnent le pion D6, mais ils vont perdre le pion B2. Et donc là, Ding a préféré jouer fou prend 3 avant de prendre en B2, mais il aurait pu prendre en B2 tout de suite. Et sur cavalier prend C4, je résiste pas à l'idée
vous montrer une magnifique variante qui n'est pas forcée, mais très instructive. Ici, cavalier prend E5. La position a l'air gagnante pour les blancs, qui ont un pion de plus, qui attaque E6, qui attaque A6. Mais là, les noirs ont un magnifique coup tactique, qui d'ailleurs a l'air encore plus fort qu'il ne l'est en réalité. Ça ne fait que égaliser, mais ça a l'air totalement gagnant. C'est le coup tour F8 prend F2, avec l'idée que surprise, on mate. Échec, échec, et mat du couloir. Donc, après tour prend F2, les blancs doivent se ressaisir, et c'est un petit miracle qu'ils aient encore la nulle en poche. Après tour D8, échec, roi G7, tour D7, échec. Les noirs ne peuvent pas se soustraire à l'échec perpétuel, parce que sur roi F6, il y a cavalier G4, échec, suivi de cavalier prend F2. Petit problème. Et de manière générale, sur roi G8, échec, on n'a pas non plus fou F8, maintenant on peut prendre. Ça serait un peu ballot. Et on n'avait même pas roi H8 parce que ici, en plus de tour D8 échec qui fait match nul, les blancs peuvent gagner par cavalier F7. Et sur roi G7 ou roi G8, c'est cavalier prend H6 avec échec, suivi de tour prend M2. Donc, tour prend B2 tout de suite était possible, mais Dingleren a simplifié en finale de tour, confiant dans sa technique. Effectivement, là, c'est comme souvent dans ces finales de tour, un jeu de massacre. C'est du bouffe-tout. Tour A2 pour continuer à couper le roi et mettre la pression sur le pion A3. Les blancs échangent ces pions. Tour prend E3. On a l'air d'être un peu mieux avec les blancs, mais c'est vraiment symbolique. Roi F2 chasse la tour qui était bien placée derrière le pion E4. Même après tour A3, tour A5, le pion E5 va tomber. Donc c'était ça, Nepo il s'était dit je vais pouvoir presser dans cette finale 3 pions contre 2, même si elle doit être nulle. Mais en fait, comme hier, couleur inversée, c'était pas nul en souffrant, c'était nul en sifflotant parce qu'il y a eu échec. Échec, attaque le pion, ça fait pas échec, mais c'est le même genre. Attaque le pion, le roi est obligé de se cacher en H3. Là, les blancs menacent d'être bien, donc si on continue un peu naïvement, ils vont jouer G3. On va perdre le pion E5 avec les noirs, et là, il faudra se défendre. C'est toujours défendable, hein, mais il faudra se défendre pendant plusieurs coups. Sauf qu'à la place de tour A3, Dingyren a joué simplement tour E2. La tour derrière le pion passé, qui maintenant, après tour E5, est passé derrière le pion passé ennemi. Et là, juste roi F7, menace roi F6, chasse la tour. Roi G3, roi F6. Sur roi F3, on peut prendre et on peut prendre. Donc, après roi F6, il y a eu tour E8, roi F7 et match nul dans cette position après 3 fois la même position. Donc voilà, il reste plus que 3 parties dans ce championnat du monde, mais Dingleren, celui qui est mené au score d'un point, aura 2 fois les blancs, donc c'est hyper chaud, le suspense est à son comble. Bon, en termes de pourcentage, on va dire que Dingleren doit avoir, selon les bookmakers, j'imagine dans les 20%, 20-25% de chance de devenir champion du monde. Donc entre une chance sur 4 et une chance sur 5. Faites vos paris. En tout cas, j'espère que l'analyse de cette partie vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Comme d'habitude, merci à celles et ceux qui soutiennent cette chaîne sur Tipeee et qui me donnent envie de continuer ces analyses pour que tout le monde puisse en profiter que je fais entre mes cours. Et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.